Et nous sommes de retour avec du coup Johan et Fanny qui vont nous montrer un petit peu tout leur tour du monde alternatif autour des écolieux. C'est vraiment voilà un chouette chose. Du coup, Johan et Fanny, je vous laisse la main. Ouais, alors j'ai juste une question. Est-ce que là, dans l'écran que je partage, vous voyez aussi nos petites têtes ou pas? Ou vous voyez que mon écran? Est-ce qu'on voit les petites têtes de Fanny et sur le... Oui, du coup, on va les masquer, vous inquiétez pas. Ça, vous le faites? Ok, super. Bien, et ben alors bonjour, voilà, moi je suis donc Fanny Boéja et vous voyez dans l'autre petite vidéo mon compagnon Johan Zeshkar. Bonjour. Et donc on est parti en fait faire un tour du monde, c'était de avril 2018 jusqu'à août 2019, donc pendant 8 mois. On est parti donc avec l'idée d'aller vraiment à la rencontre des gens et donc de s'ouvrir aux inconnus. Et du coup, voilà, on a fait, quand on était sur les terres, on a fait vraiment un voyage en stop et la plupart du temps sans argent. Et je vais laisser Johan vous présenter un peu plus notre itinéraire. Yes, merci Fanny. Alors, notre itinéraire, grosso modo, donc ça a été 8 mois, comme Fanny a pu le dire. On a fait 18 pays. Donc, dans l'ordre, rapidement, je vous dis, on a fait l'Irlande du Nord, l'Écosse, on a fait le Canada, on a fait les États-Unis. Après, on est parti au Pérou, en Bolivie, au Chili. Puis ensuite, on est parti de l'autre côté. On est allé donc en Nouvelle-Zélande, où on a fait donc les 2 îles. On a fait un bout de l'Australie, la côte Est. Puis, on est parti ensuite en Inde, où pareil, on a traversé l'Inde. Et finalement, on est revenu en Suède. Et de la Suède, on est revenu voilà, en stop jusqu'en France en essayant de traverser un peu tous les pays. Donc, le Danemark, le Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Et puis, retour en France. Et donc, dans ce voyage, dans ce qu'on va vous raconter là, donc ça va être assez court, donc comme avait dit Didier tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez en savoir plus, la plupart en fait de notre voyage, on l'a filmé. On a fait des capsules de vidéos, donc vous pourrez les regarder plus en détail, toutes les histoires qu'on va un petit peu commencer à raconter ici. Et donc voilà, par pays, sur notre chaîne YouTube IDACT. Voilà. Grosso modo, donc c'est 18 pays. En stop, on a fait 15 864 km. Et donc ça, c'est que le stop. Mais ensuite, vu que ça a duré que 8 mois, on a pris en tout, on a fait 6 trajets en avion. Donc c'était des très grandes distances, comme du Chili en Nouvelle-Zélande ou de l'Écosse au Canada. On a pris voilà, des avions, donc on a fait 6 trajets en avion en tout. On a essayé de minimiser au maximum ces trajets en avion. Et on a aussi tenu un journal de nos rencontres. Et donc, on a rencontré 323 personnes. Donc, dans les personnes rencontrées, ça a été des personnes soit en stop, soit parce qu'ils nous ont hébergés chez eux directement quand on allait toquer à la porte de chez eux. Voilà. C'est ça. Et du coup, on vous propose ce soir de vous présenter quelques-unes des rencontres que ce voyage nous a permis de faire. Donc, ce ne sera pas du tout exhaustif. Et on va commencer par notre traversée de la mer Celtique qu'on a réussi à faire en bateau-stop. Donc, on est parti depuis l'Irlande du Nord, pas très loin de Belfast, et on est arrivé à Troon, en Écosse. Et pour ça, ça a été l'aventure. Donc, voilà, le premier jour, on était logé en fait chez une amie que j'avais rencontrée pendant mes études, qui habitait à Belfast. Et donc, voilà, on lui annonce notre projet. Donc, elle était motivée. Donc, elle nous a emmenés, en fait, en allant au travail, elle nous a emmenés au port donc, de Bangor, qui est voilà, le port qu'on voit ici. Donc, nous, on arrive là, on est super excités, super contents. On voit qu'il y a plein de bateaux. On se dit, ah, c'est génial, ça va bien marcher. Donc, on arrive super optimiste. Et puis, donc ici, ce n'était pas l'entrée. Là, on voit qu'il y a de l'eau en bas de l'image. En fait, nous, on était donc derrière cette eau. Donc, si on voulait aller dans le port, là, il aurait fallu nager. Donc, ce n'était pas trop possible avec nos sacs. Donc, on a fait le tour pour aller à la véritable entrée. Et là, déception, et ben, il y a des énormes grillages, des énormes barrières qui nous empêchent d'entrer dans le port pour aller rencontrer les marins. Donc, on a essayé d'aller, en fait,
par l'entrée, il fallait sonner. Si on n'était pas marin, si on n'avait pas le badge, on devait sonner. Et puis le gardien de la marina venait nous voir. Donc, on allait rencontrer le gardien en lui expliquant notre projet et lui disant qu'on aimerait bien savoir s'il y avait des bateaux qui prévoyaient de partir pour aller en Écosse. Et il a pris notre numéro en nous disant je connais personne, mais voilà, je vous appellerai si jamais quelqu'un me dit qu'il va en Écosse. Donc bon, on n'allait quand même pas juste patienter et attendre qu'il nous appelle parce qu'on n'était pas sûr qu'il le fasse vraiment. Donc, on ne pouvait pas accéder à l'intérieur du port, mais on pouvait rester devant les grilles et attendre les marins qui allaient forcément entrer par cette grille parce que c'était la seule entrée. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a passé notre journée devant la grille à interroger toutes les personnes qu'on croisait pour savoir d'abord si elles allaient en Écosse et ensuite savoir si elles avaient de la place sur leur bateau pour nous prendre avec elles. Première journée, personne va en Écosse. Donc, échec total. On retourne en stop donc, chez mon ami qui nous ramène le lendemain matin. Deuxième jour, je crois qu'il y a dû y avoir peut-être 1 ou 2 personnes qu'on a croisées qui allaient en Écosse, mais elles n'avaient pas de place sur leur bateau ou elles ne voulaient pas nous prendre, on ne sait pas. Troisième jour, rebelote, personne. Quatrième jour, en fait, il fait de plus en plus mauvais et du coup, les conditions météo sont trop mauvaises pour que des bateaux puissent traverser. Donc, on commence un peu à désespérer. Mais quelqu'un nous dit, ce troisième jour, que le samedi, qui est donc 3 jours plus tard, il y aura une course qui va de l'Irlande du Nord jusqu'à l'Écosse. Et donc, peut-être que les participants à cette course pourront nous emmener si on les croise avant. Donc, on reste très motivés. Donc, voilà, 4e jour, on est là, au taquet, super motivés. On trouve personne. En plus, il fait super froid, il fait super mauvais, hyper gris, un vent de fou. Donc, c'était pas l'idéal. Et là, le 5e jour, il y a en fait la gardienne de la marina, parce qu'il changeait de gardien tous les jours, qui vient nous voir et qui nous dit qu'il faut qu'on parte parce qu'en fait, elle pense que personne nous prendra et du coup, ça fait longtemps qu'on est là. Personne nous a dit oui, donc voilà, elle voulait qu'on s'en aille. Donc bon, on s'est un peu regardé avec Johan un peu dépité par cette histoire-là, sachant que c'était le lendemain qu'il y avait la course pour aller en Écosse. Donc on sentait qu'on pouvait approcher du but si on continuait à demander, si on persévérait. On a un peu hésité du coup, est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on reste quand même malgré le fait qu'elle nous ait dit qu'on n'avait plus trop le droit? Et puis du coup, sous l'impulsion de Johan, on s'est dit bon allez, on reste, on tente encore, on finit au moins cette journée parce que c'était en début d'après-midi. Donc, on continue. Et là, en fait, la personne qui vient juste après, la première demande qu'on fait après cet entretien avec la gardienne, c'est Ian. Et Yann va en Écosse le lendemain, pas pour faire la course, mais pour passer un week-end avec ses amis. Et il nous dit oui pour nous prendre dans son bateau. Donc voilà, là, c'est la joie qui sort de partout de nous. Enfin, on est super heureux. Et il nous dit donc, venez, là, je suis sur le point en fait, de préparer le bateau. Donc, vous avez qu'à venir, comme ça, vous voyez comment est le bateau, vous voyez si ça vous convient. Alors, évidemment, ça nous convenait. Voici son bateau. Donc, c'est un yacht mi-motorisé, mi-voilier. À l'intérieur, c'est des banquettes en velours. Il y a 3 chambres avec lit double. C'est vraiment le grand luxe. Et donc, il nous donne rendez-vous le lendemain à 6h du matin pour une traversée qui va durer 10 heures. Et donc, nous voici voilà, le matin. Là, il doit être peut-être 6h, 6h30. Donc, il nous a passé en fait, les gilets de sauvetage. On n'avait pas d'équipement du tout. C'était la première fois qu'on prenait le bateau comme ça. Dans le doute, il nous a aussi du coup donné des cachets contre la nausée, voilà, pour ne pas prendre le risque et qu'on salisse son bateau, vu qu'il ne savait pas si on avait le mal de mer ou pas. Et voilà donc nos 2 petites têtes sur le bateau, super heureux de partir. Et voilà un peu donc le paysage qu'on a eu pendant 10 heures. Vraiment, voilà, la mer à perte de vue. Et chance exceptionnelle pour Johan, mais pas pour moi, parce qu'à ce moment-là, je faisais une sieste parce que j'avais justement eu la tête qui tournait un petit peu. Alors, je me suis dit, je vais m'allonger. Je me suis allongée un quart d'heure. Pendant ce quart d'heure-là, des dauphins sont venus jouer avec le bateau. Et donc, pendant 5 ou 10 minutes, voilà, Johan a pu observer le ballet des dauphins. Il a essayé de m'appeler, mais moi, je n'ai pas entendu parce que je dormais en bas, à l'intérieur. Et voilà, Ian, du coup, le marin qui nous a hébergés, nous a expliqué que c'était super rare, en fait, que les dauphins s'approchent autant. Et c'était très longtemps que lui, il n'en avait pas vu. Et donc, c'était voilà, la petite grâce de la journée qui nous a fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Et donc, on est arrivé à Troon.
à la fin de ce voyage, ils ne pouvaient pas nous héberger dans leur bateau parce qu'en fait, ils étaient déjà 3 couples d'amis, donc le bateau était complet. Donc, on a été hébergés par un autre couple qu'on a rencontré dans un pub en arrivant en Écosse. Et le lendemain, on est revenu pour nettoyer le bateau. C'était notre moyen d'échange, en fait, voilà, pour remercier de la traversée gratuite qui nous a été offerte. Et ben, on est allé donner un petit coup de main. Voilà. Yes, merci Fanny. Du coup, pour remettre un peu dans le contexte, c'est vrai qu'on l'a pas forcément signalé, mais l'objectif de ce tour du monde, en fait, c'était d'aller à la découverte non seulement des cultures, des gens, mais aussi de nous-mêmes, en essayant d'être le plus possible minimaliste, donc d'essayer d'avoir un dépouillement comme ça, et donc d'être minimaliste. C'est pour ça qu'on a choisi le stop, d'être dans des modes de vie dans d'autres modes de vie plus alternatifs. Et donc, on a aussi décidé le plus possible d'être sans argent, parce que moi, je suis un grand fan de l'émission Nuit culottée de Nance et Moots. Et donc, ça faisait partie un peu du challenge de rencontrer les gens. Est-ce que c'est possible pour nous aussi de rencontrer des gens et d'être dans cette ouverture, dans ce lâcher-prise de l'aventure? Et donc, c'est pour ça qu'on a expérimenté tout ça, pour apprendre de cette aventure. Donc là, c'était juste pour dire. Et donc, le tour du monde, à la base, donc je vais revenir sur après ce camion stop, mais le tour du monde, à la base, c'était aussi pour aller rencontrer des écolieux. Pour nous, l'objectif de faire un documentaire. Donc, l'idée, c'était plutôt de filmer plutôt que de prendre des photos. C'est pour ça que la plupart des photos que vous allez voir, c'est plutôt des captures d'écran. Mais voilà, l'idée, c'était aussi de pouvoir être le plus possible avec les gens. Et donc, je reviens donc au camion stop, qui est cette fois-ci, on est au Canada et on veut aller aux États-Unis. Et donc, on arrive à Winnipeg. Et à Winnipeg, qui est au centre-sud du Canada, on rencontre cet homme qui a une allure très rockeuse. Et c'est normal parce que c'est un rocker. C'est un chanteur rocker qui s'appelle Rob Nash. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est assez connu au Canada et aux États-Unis. Et il a une histoire incroyable que malheureusement, je ne vais pas pouvoir la dire ici, manque de temps, mais il nous a vraiment émerveillé par son histoire de chanteur rocker qui chante pour les gens qui sont en rémission de suicide ou pour des causes assez nobles comme ça. Bref, allez voir Rob Nash si vous voulez. Et donc, on est ici, il nous emmène à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Donc, on peut voir derrière moi que là, c'est la frontière. Et donc, nous, on arrive à pied. Et cette frontière-là, en fait, elle est faite pour les voitures et les camions. Et nous, bon, déjà, pour rentrer aux États-Unis, des fois, ça peut être assez compliqué. Mais lorsqu'on est sac à dos et à pied, ça peut être encore plus compliqué. Et bref, on arrive donc dans cette frontière et ne sachant pas où se mettre, avec Fanny, on décide naturellement de se mettre derrière des voitures et d'avancer au même rythme que des voitures, comme si on avait une voiture. Et on a bien senti que ça avait un peu choqué les douaniers parce qu'ils étaient un peu affolés. On s'est fait un peu engueuler. Ils nous ont emmenés à droite, à gauche, ne sachant pas quoi faire. Bon, ça a été quelques instants de surprise et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, on a réussi. Enfin, ils nous ont dit OK, ils ont compris notre démarche. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci, donc ils nous ont fait passer la frontière. Et arrivé donc de l'autre côté, c'est une grande ligne droite. Et donc, on commence à se mettre à marcher pour aller vers un endroit où les voitures ou les camions peuvent s'arrêter. Et la chance nous a souri ici aussi parce que donc un camion s'arrête et c'était un couple de camionneurs. Et en fait, donc là, on voit le camion et en fait, la chance nous a doublement été là parce que c'était un couple qui avait 2 camions. Et donc, il y avait le premier camion qui était le camion de Noël et là, le deuxième camion qui était le camion de Laurie. Et pareil, c'était une rencontre assez incroyable parce que c'est un couple qui n'est pas du coup américain, mais Laurie qu'on voit sur la photo était canadienne et Noël était irlandais. Et en fait, ils avaient décidé de couper leur vie, de vendre
et de s'acheter des camions pour faire la traversée des États-Unis avec leurs camions et comme ça voyager environ 5 ans et juste découvrir les États-Unis comme ça. Et nous, on arrive là, ils nous prennent en stop, c'était juste incroyable. On a fait 3 jours avec eux, donc ils nous ont vraiment trimballé depuis la frontière canadienne. On était dans le Dakota du Nord. On est descendu, on est allé au Minnesota, on a fait l'Indiana, et puis après on est revenu dans l'Illinois, dans un petit village où ils nous ont déposés après 3 jours et 1334 km en stop. Ils nous ont déposés dans un petit village qui s'appelle El Paso, qui n'était pas très loin de la route 66 qu'on rêvait de prendre avec Fanny pour rejoindre Chicago. Bref, ça a été une histoire assez incroyable. Donc, je vais m'arrêter là pour cette histoire, mais ça a été, pareil, une rencontre assez riche. C'est ça. Et du coup, on continue avec les histoires de camions au Chili, où là, pareil, on a fait une super rencontre. On a été pris donc en stop par Jorge Rolje, avec l'accent, à la frontière donc du Chili, entre le Chili et le Pérou, à Arica. Et on voulait aller en fait à Santiago, mais on savait que c'était très long, il y a 2000 km entre Arica et Santiago. Et on doit traverser un désert, le désert d'Atacama. Donc voilà, on avait un peu peur d'être perdu dans le désert. Et au final, on a eu la chance de rencontrer Georges, qui était un camionneur qui allait justement faire une livraison à Santiago. Et donc, on a passé avec lui 2 jours dans le camion. Et on a fait donc 2000 km en 2 jours. Et donc, une nuit qu'on a dormi dans son camion, où là, il nous a laissé son lit. Lui, il a dormi par terre. Enfin, on a été super touchés par cette générosité. On a refusé, évidemment, mais il a insisté. Et il s'est même arrêté pour nous faire visiter les jolis coins du désert. Donc ici, on a la main du désert. C'est une statue assez célèbre. Et puis ici, c'est donc un désert de sel. Alors ouais, ça va un peu vite peut-être. On doit en frustrer certains et certaines. Mais continuons avec l'autostop, donc qui est beaucoup plus classique, puisque là, c'est en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ça a été l'endroit où on a réussi à être à 98% du voyage, ça a été sans argent et en stop. Et donc, on a fait les 2 îles. En 3 semaines, on a fait les 2 îles et on a rencontré 59 voitures qui nous ont pris donc en stop et on a fait 3913 km, ce qui est assez énorme. Et donc, étant donné que c'était aussi incroyable, on a eu une explosion de rencontres. Et donc là, on a le premier qui s'appelle donc Mike, qui nous a pris en stop. Et naturellement, donc ça, c'était aussi assez incroyable en Nouvelle-Zélande, c'est que naturellement, les gens nous proposaient un hébergement. Et donc Mike nous avait proposé son hébergement et donc il nous a emmenés chez lui, comme on peut voir là, sur la maison. Donc c'était des maisons assez grandes, assez spacieuses et ça c'était assez incroyable aussi parce que le cœur sur la main, il nous offrait absolument tout. Et ce qui était aussi incroyable, c'est qu'il nous a pris en stop et il nous a demandé si on avait visité le mont Manganui, qui est donc un mont assez célèbre sur la côte est donc de l'île du Nord. Et donc, on avait dit non. Il nous avait proposé donc de nous héberger chez lui et de nous emmener le lendemain visiter donc ça. Et donc, on arrive le lendemain et juste avant de faire cette montée du mont Manganui, donc une autre rencontre assez riche, c'est Sayaka qu'on rencontre et qui était sur une journée de non-travail. Elle était en off de son travail et qui a décidé simplement de passer l'après-midi avec nous. Et donc, ça a été aussi incroyable. Elle nous a accompagnés à faire cette montée du mont Manganui. Elle nous a offert aussi 2 glaces qu'on a pu prendre sur la plage avec elle. On a pu explorer un petit peu ça et puis avoir un joli coin une belle vue en fait depuis le mont Manganui. Et puis ensuite, on continue donc cette traversée des États-Unis où on rencontre énormément de gens. Il se passe beaucoup de choses. Et on arrive, donc là, cette fois-ci, au nord de l'île du Sud, dans une maison, comme on peut le voir. C'était en décembre. Et donc, là-bas, il y a une culture un peu comme aux États-Unis, finalement. Il y a une culture de Noël et donc des lumières de Noël où certains aiment bien faire des challenges comme ça.
de Noël. Et donc c'était juste avant, si tu veux revenir, Fanny, un tout petit peu avant. Donc ici, donc cette maison on a toqué pour aller à cette maison, ils nous ont hébergés. Donc c'était Shane et Sue qui nous a hébergés. Et pareil, le cœur sur la main, ils nous ont fait visiter leur maison, ils nous ont offert voilà de quoi nous donner, enfin ils nous ont donné à manger. Et le truc le plus incroyable, c'est que le lendemain, les deux travaillaient et ils nous ont dit, vous inquiétez pas, on vous laisse la maison, alors qu'ils ne nous connaissaient pas. Et ça, je trouve ça incroyable. On vous laisse la maison et dès que vous êtes prêt à partir le lendemain matin, ben, juste vous claquez la porte et ça sera bien bon. Et donc, ça a été juste incroyable de se dire, waouh, la chance qu'on a, la confiance que ces personnes nous ont accordée en l'espace d'une nuit, quoi. Et donc, on arrive après, on s'approche de Noël et on ne connaissait pas déjà Noël en été. Donc là-bas, ils fêtent Noël en été. Comme on peut le voir, c'est la crème solaire, alors que chez nous, c'est plutôt le bonnet, etc. Et donc, ça a été déjà assez surprenant de fêter Noël comme ça en été. Et pour cela, en fait, on a été dans une famille pour fêter Noël parce qu'on avait rencontré une personne qui s'appelle aussi Mike en stop, qui nous a simplement dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est le jour de Noël, vous êtes tout seul? Alors on dit oui. Et il nous a dit, bah, naturellement, bah, vous venez chez moi et vous allez passer Noël avec moi dans ma famille, il n'y a pas de souci. Donc ça a été juste incroyable. Et cerise sur le gâteau, on a réussi à ne pas arriver les mains vides parce que la veille, on nous avait offert une bouteille de vin. Et donc, on s'est dit, ben voilà, c'est un bon échange. On a une bouteille de vin, on va offrir cette bouteille de vin à cette famille en échange voilà, d'être avec eux ce jour-là. Et ça a été finalement incroyable parce qu'on était loin de notre famille. D'être avec eux, on avait l'impression de se rapprocher non seulement de la culture néo-zélandaise, mais aussi de notre famille. Et puis, je vais terminer sur cette rencontre qui était donc la dernière rencontre en Nouvelle-Zélande. Donc là, on était retourné dans l'île du Nord, à l'ouest cette fois-ci de l'île du Nord, à New Plymouth. Et donc, on a rencontré Ray et Jenny qui nous ont chaleureusement hébergés chez eux. Et ce jour-là, pareil, on a eu de la chance, c'était la fête des Lumières dans leur ville. Et donc, ils nous ont fait la visite complète de leur ville, plus les attractions et tout ce qu'il y avait autour des Lumières. Et donc, ça a été pareil, une rencontre incroyable. À la fin, le lendemain, ils nous ont pris dans leurs bras en nous disant merci d'être venus, alors que c'était nous qui recevions le cadeau. Donc c'était juste incroyable, pareil. Et on va donc terminer avec une dernière rencontre donc, en Suède, toujours en autostop. On a rencontré donc Père qui nous a pris en stop, voilà, pour nous amener jusqu'à Örebro, qui était la ville où il vivait. Et c'était l'hiver, vraiment là, il faisait froid, il neigeait et tout. Et il ne pouvait pas nous héberger chez lui, mais il nous a dit peut-être que mon fils peut vous héberger. Et donc voici son fils qui en effet pouvait nous héberger dans la maison, l'habitat partagé en fait qu'il avait. Il y avait un sous-sol. Il nous dit on peut vous héberger au sous-sol. Donc nous on se demandait un peu ce que ça allait être ce sous-sol. Et en fait on a eu une grande chance. Ce sous-sol c'était ça. C'était une pièce aménagée avec voilà la cuisine équipée, un gros matelas gonflable pour qu'on puisse dormir, un billard, des jeux de fléchettes et voilà vraiment le luxe. Et en prime, c'était l'hiver, on passait nos journées vraiment au froid et on était vraiment glacés. Et il y avait un sauna. Et alors ça, c'était le summum de ce qu'on aurait pu rêver, en fait. Voilà, juste par le miracle des rencontres, le fait d'être ouvert et d'aller à la rencontre de l'autre, et ben on se retrouve comme ça à avoir un sauna gratuit, accès gratuit, on pouvait y aller quand on voulait. Et voilà, c'était dingue. On a pu passer du coup 2 jours chez eux. Et c'était vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, on va devoir s'arrêter là à cause du temps, mais on a fait plein d'autres rencontres. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet ideact.com. On a aussi une page Facebook et une chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, du coup, là, vous pouvez voir beaucoup plus en détail les rencontres qu'on a faites en vidéo. Voilà. Merci beaucoup, Johan et Fanny, voilà, de nous avoir fait revivre votre tour du monde de
8 mois comme ça avec toutes ces rencontres et en petites sauts de puce de façon à avoir vraiment un aperçu thématique de votre voyage. Donc voilà, c'était vraiment chouette de voir finalement que le partage voilà, peut être partout dans le monde et avoir vraiment des belles rencontres tout au long du chemin. Vous avez beaucoup parlé du coup de la frontière, de passer la frontière des États-Unis au Canada, hein, qui est pas facile, surtout à pied. Est-ce que du coup, sur d'autres frontières que vous avez pu passer à pied, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez des difficultés particulières ou c'était plus aisé dans les autres pays sur les frontières? En fait, ça a été beaucoup plus facile parce que les autres frontières, on les a généralement passées en voiture parce qu'on était en stop directement. Il y avait une voiture qui nous avait pris dans le pays d'avant et donc on passait directement avec la voiture. Et donc, c'était beaucoup plus facile. Là, ça a été vraiment particulier. Voilà, c'est Rob Nash qui nous avait emmenés jusqu'à cette frontière n'allait pas aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on avait testé aussi de le passer d'une autre manière à pied. Mais non, c'était assez rare finalement. Et du coup, oui, jamais un petit peu de doute sur, voilà, ok, les gens ne se connaissent pas dans la voiture qui passe la frontière, mais finalement, voilà, il y a jamais eu de choses en particulier. Donc ça, c'est chouette. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, du coup, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, hein, de façon à ce qu'on puisse les poser à Fanny et à Johan. Du coup, voilà, vous avez fait de belles rencontres autour de votre tour du monde. Une fois rentré, du coup, de votre tour du monde, est-ce que vous aussi, vous avez eu un regard particulier sur les gens que vous rencontrez en France et qui du coup voyageraient en France afin de eux aussi peut-être les accueillir dans un voilà, alors peut-être pas le sous-sol que vous avez pu voir avec Billard, etc. Mais voilà des choses voilà des choses en particulier. Est-ce que ça vous a ouvert sur finalement vos rencontres ici en France une fois revenus ou pas? Oui, ouais, carrément. Bah, du coup, en fait, on a utilisé, quand on ne trouvait pas de gens, au fur et à mesure des rencontres sur la route, quand on ne trouvait pas quelqu'un pour nous héberger, on a aussi utilisé pas mal Couchsurfing. Et du coup, bah, voilà, on s'est dit qu'en rentrant en France, bah, voilà, on ferait Couchsurfing pour accueillir des voyageurs. Et puis, on a continué à faire un peu de stop, bon, avant les confinements, évidemment, en France, voilà, pour rencontrer des gens. Et puis, bien sûr, maintenant, quand on est, nous, en voiture, et qu'on voit des autostoppeurs, et ben forcément, ça nous donne beaucoup plus envie de les emmener parce qu'on sait la galère que c'est maintenant d'être sur la route et d'attendre. Mais il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que avant de faire ce tour du monde, comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, on a dû finalement s'entraîner à voyager d'une manière plus sobre, d'une manière minimaliste et sobre, et en essayant de se dépouiller, de lâcher prise avec ce qu'on a l'habitude de connaître, c'est-à-dire déjà les relations monétaires, de se dire, tiens, où est-ce que je vais dormir ce soir? Qu'est-ce que je vais manger? Qui je vais rencontrer? Ben, ça nécessite finalement un lâcher-prise qui s'apprend en fait. Et donc, avant de partir en tour du monde, on a testé en France si Fanny et moi, on était capable de faire ce genre de voyage. Et donc, on s'est entraîné en France. Et donc, on a traversé la France donc depuis c'était mince, j'ai un trou de mémoire. Depuis la Haute-Savoie, merci. Depuis la Haute-Savoie jusqu'à la Bretagne. Et on a rencontré des tas de gens en France qui nous ont hébergés chez elles, qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont fait confiance. Et en fait, c'était très naturel. Bon, c'était avant le confinement, bien sûr, mais c'était très naturel. Et en fait, on se rend compte, et notamment après un voyage comme ça, que simplement le lâcher prise et s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir à toute aventure, parce que dès qu'on sort de chez soi, finalement, ça peut être une aventure, eh bien, il y a des histoires incroyables qui s'opèrent, voilà, des synchronicités, et il y a une richesse incroyable. Et c'est ça qui me touche vraiment, c'est de voir que, en fait, on n'a pas besoin d'aller finalement faire un tour du monde. Même en France, on peut vivre de grandes aventures.
Et ce qui est tout à fait, voilà, tout à fait sympa à savoir, surtout en cette période de confinement où du coup on reste un petit peu dans nos contrées. On peut aussi, voilà, rencontrer l'autre, même en restant en France et même, voilà, en pouvant vivre des aventures. Du coup, on a sur le chat Heidi qui nous dit qu'il est en admiration devant les aventures extraordinaires. Et puis une autre question sur le fait d'être, est-ce que vous êtes du coup co-voyageur ou en couple? Enfin voilà, il y avait des questions comme ça. Oui, bah, on est en couple. Là, on est sur deux écrans différents parce qu'on n'est actuellement pas dans la même maison, mais on est en couple. Oui, on a voulu faire ce. On s'est rencontrés pendant nos études et c'est après, en 2017, à la suite de nos études, qu'on s'est dit qu'on aimerait partir tous les deux. Et ça faisait que 3 mois qu'on était ensemble quand on a décidé de partir en tour du monde. Donc, c'était aussi un challenge. Et donc, les entraînements qu'on a fait en stop en France et puis en Europe, ça a aussi été une manière pour nous de voir est-ce qu'on est capable en couple de voyager sur ce genre de voyage, de mode de vie un peu plus sobre. Et ça a très bien marché, comme vous pouvez le voir. Super. Et du coup, voilà, donc on sent bien, voilà, que vous aviez une volonté de laisser le moins d'impact possible lors de votre voyage, avec, comme vous l'aviez dit, hein, seulement 6 avions sur l'ensemble du voyage. Est-ce que du coup, c'était un choix qui était vraiment, voilà, je sais que voilà, tous les thématiques de votre voyage étaient autour, voilà, de l'écologie. Est-ce que votre regard sur l'écologie a changé ou comment elle a évolué au cours de ce voyage? Et bah, oui, alors du coup, c'était vraiment un choix. Bon, on était déjà déçus de devoir prendre 6 avions, à vrai dire. Mais comme on voulait, parce on faisait un documentaire à côté, comme a dit Johan, sur les éco-villages, et on voulait avoir des cultures différentes, donc on voulait vraiment aller dans des pays plutôt lointains aussi pour avoir des pays différents dans notre documentaire. Mais donc, on a vraiment décidé que c'était les derniers avions de notre vie qu'on prenait quand on a fait ce voyage. Donc, on a essayé de limiter au max de ce qu'on pouvait. Et ouais, en fait, dans ce voyage, on a découvert un champ multidisciplinaire qui s'appelle l'éco-psychologie et qui, du coup, faisait le lien parfait entre nos études, parce qu'on est tous les deux psychologues de formation, et l'écologie, voilà, qui était vraiment un domaine qui nous attirait, dans lequel on voulait travailler. Et du coup, voilà, donc ça a élargi notre vision de l'écologie dans le sens où on a pris conscience de l'importance de la relation qu'on entretient avec la nature. On peut se dire écolo parce qu'on fait des gestes qui sont bien, qui sont éco-responsables, mais sans avoir vraiment un lien précis avec la nature, autre que, bon, bah voilà, c'est une ressource, les ressources, ça me nuise, il faut protéger ce stock de ressources, donc je vais faire des meilleurs actes. Dans l'éco-psychologie, on entre un peu plus dans l'écologie qu'on appelle profonde, où là, en fait, on va faire les comportements écologiques parce que vraiment, intérieurement, on se dit, c'est pas juste un stock de ressources, en fait, c'est tout un écosystème, c'est plein d'êtres vivants. On peut même voir, selon la vision que les gens ont, tu vois, dans les pays de langue espagnole, dans l'Amérique du Sud, ils considèrent la Terre comme la Pachamama, donc c'est même un être vivant, en fait, la Terre. Et du coup, cette relation-là, elle est vachement importante et elle va ancrer beaucoup mieux les comportements écologiques. Donc, ouais, ce voyage nous a permis d'ajouter une dimension spirituelle à notre vision de l'écologie, je dirais. Et le fait, en fait, d'avoir choisi le mode minimaliste et dans la sobriété, en fait, ça nous a aussi ouvert finalement, ça nous a sorti de notre zone de confort et ouvert vers l'autre et donc vers une autre écologie. Une écologie, comme dit Fanny, beaucoup plus profonde. Et c'est ça aussi, ce genre de voyage, donc il n'y a pas que nous, bien sûr, mais la trace que ça nous laisse, c'est vraiment intérieur. La richesse qu'on a pu avoir, voilà, est inscrite maintenant dans notre ADN presque. Et du coup, voilà, il y a eu des choix à faire en termes de choix de tour du monde. Est-ce que donc ces choix étaient en lien avec les possibilités de liaison à pied ou enfin comment se sont faits un peu les choix de votre itinéraire? Ben, déjà, avec Fanny, on voulait le choix des pays, ça a été, on s'est mis d'accord sur quel pays on avait envie de voir, et étant donné que on voulait avoir des cultures différentes et qu'on voulait aussi finir, se dire qu'on ne prendrait plus d'avion de notre vie, on s'est dit on va aller chercher loin et
comme ça, après, tout ce qu'on voudra faire, en fait, sera accessible via les terres. Donc, si on veut aller en Afrique, par exemple, on n'a pas fait l'Afrique. Mais si on veut aller en Afrique, c'est accessible par les terres. Ou en bateau stop, ça peut être aussi accessible. Donc, voilà, on a choisi notre itinéraire aussi en fonction de ça. Et puis après, on a essayé étant donné qu'on voulait voyager léger et donc d'une manière sobre, minimaliste, on s'est dit qu'on allait suivre au maximum, finalement, le printemps-été. Donc, dans la même direction. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce voyage d'abord en Irlande, puis les Canada, les États-Unis, Bolivie, Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande et Australie, on était en décembre-janvier là-bas. Et donc, en fait, on a choisi de faire ce tour dans ce sens-là, justement pour alléger notre sac au maximum et ne pas porter voilà, de contraintes liées au temps, aux intempéries qu'on pourrait rencontrer dans les pays. Donc, ça a été aussi, on a choisi comme ça. Et puis ensuite, on a choisi en fonction de nos entraînements. On s'est entraîné donc à faire du stop en France et puis un peu en Europe. Et on s'est dit, OK, ben, si dans le monde ça fonctionne aussi bien, eh bien, on devrait être dans cette ville ou dans ce pays à tel moment. Et donc, on a un petit peu calculé l'itinéraire comme ça. Super. Et du coup, voilà, j'allais vous poser une question, mais finalement, le chat pose la question également sur est-ce qu'il y a, maintenant que vous êtes revenu, d'autres cultures que vous avez envie d'aller, dont vous rêvez aller voir un petit peu, ou d'autres cultures que vous voulez rencontrer par la suite. Est-ce qu'il y a voilà, d'autres projets de voyage et d'autres cultures à rencontrer encore dans vos rêves? Ah ben, dans nos rêves, oui, il y a toujours plein de cultures. De toute façon, tant qu'on n'aura pas visité tous les pays du monde, on aura encore des rêves, on va dire. Mais non, on n'en a pas de projet concret de voyage futur. Après, voilà, on s'était vraiment dit quand on est parti, on n'a pas mis du coup le continent africain parce qu'on s'est dit que si jamais on faisait l'Afrique, on aimerait bien faire un gros voyage pour visiter vraiment, enfin pour prendre le temps de traverser plusieurs pays en Afrique. Et puis donc pareil pour faire voilà, pour aller en Europe de l'Est, peut-être qu'on se fera un voyage voilà, dans les années qui viennent, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, là, à l'heure où on est, bon, avec la crise actuelle, c'est vrai que voyager loin, c'est plus compliqué. Et voilà, on n'a pas forcément un gros rêve de voyage qu'on brûle d'impatience de faire loin. Voilà, on a bien envie d'explorer un peu plus la France maintenant et peut-être plus tard, voilà, refaire un gros voyage. Vous parliez de visites, etc. Est-ce que du coup, c'était pas un petit peu la course à la montre entre le fait de trouver des autostoppeurs, etc. Est-ce que vous avez pu prendre le temps de visiter comme vous le souhaitiez, ou finalement vous étiez resté sur voilà, hors de ce que vous aviez prévu de voir, ou hors de enfin, est-ce que le schéma un petit peu a changé au fur et à mesure de votre voyage? Oui, eh ben, déjà oui, en fait on a pris le temps. Pour nous, on a pris le temps de voyager et on a visité, enfin, on s'était dit que l'idée pour nous, c'était d'être en dehors des sentiers touristiques et vraiment d'aller rencontrer la culture ou les gens dans leur quotidien. Et c'est pour ça qu'on avait choisi ce mode de voyage. Et donc, finalement, on n'a pas tant visité de sites touristiques, on a plutôt visité, je dirais, d'une manière poétique, le cœur des gens et le cœur des cultures. Et finalement, il n'y a aucun regret. Et on a rencontré 323 personnes. Et ça a été d'une richesse, finalement, une visite énorme de ces cœurs-là. Et donc, pour nous, on a pris notre temps, tant dans le stop que lorsqu'on était hébergé chez les personnes. Ça a été incroyable. Et notre itinéraire avait un axe, une direction, mais entre le point A et le point B, on ne savait pas où on allait, donc on restait ouvert à l'imprévu, à l'aventure. Et donc ça a été d'une richesse incroyable aussi. Et puis il y a en Amérique du Sud, où on a dû raccourcir notre voyage parce que je parle très, très, très mal l'espagnol et je ne parle pas non plus le portugais. Et donc, du coup, en fait,
arrivé, donc on a passé quasiment 2 mois en Amérique du Sud. Et il est arrivé un moment où j'en avais vraiment marre. J'arrivais pas à m'exprimer. La rencontre avec la population était du coup beaucoup plus difficile pour moi. Et donc, j'ai très mal vécu ça. Et donc, j'ai proposé à Fanny qu'on raccourcisse en fait un petit peu notre itinéraire parce qu'on devait en fait faire tout le Chili jusqu'à la pointe du Chili et puis remonter et donc voir davantage de trucs et puis de choses. Et finalement, ben, voilà, elle a accepté de raccourcir. Donc, ça a été aussi dans notre couple comment gérer les frustrations, etc. Mais ça s'est très bien passé. Et donc, on a raccourci d'environ 1 mois le voyage parce que j'avais des difficultés avec la langue. Ok, du coup, le temps passe très vite encore une fois. On arrive bientôt à la fin. Du coup, je vous propose de juste répondre rapidement à la dernière question qui est du coup de combien de temps vous avez mis pour pouvoir préparer votre voyage. Et du coup, est-ce que donc les billets d'avion étaient pris en amont voilà, vous disiez que du coup, il y a des choses qui ont changé et des concessions à faire finalement dans le couple pour adapter finalement votre itinéraire à vos envies et votre ressenti. Du coup, voilà, juste voilà, vite fait avant qu'on passe à l'invité suivant. Ouais, et bah, très rapidement, là, on a pris, nous, 1 an pour préparer le projet de voyage. Mais en fait, pendant cette première année, donc c'est là qu'on a fait nos entraînements. Et après, en fait, on prévoyait peut-être 2 ou 3 mois en avance nos billets d'avion. Ce qui fait que du coup, on avait un peu la flexibilité de s'adapter. Et voilà, plus le voyage avançait, plus on voyait à quel point notre itinéraire pouvait changer ou les périodes dans lesquelles on arrivait. Et du coup, plus on réduisait cet espace avant de prendre les billets d'avion. Ce qui fait que quand on a raccourci le pays en Amérique du Sud, là, je crois qu'on l'avait pris du coup 1 mois avant le billet d'avion pour pouvoir raccourcir le voyage. Et on a pu faire tout ça. Je finis juste avec ça parce qu'on avait fait un crowdfunding justement pour ce documentaire et toutes les personnes qui voulaient nous soutenir. Donc, c'est grâce à eux qu'on a pu finalement voyager et faire ces belles rencontres. Très bien, ben, merci beaucoup Johan et Fanny de votre intervention et voilà de beaux voyages et de voilà ces belles choses. Du coup, on va faire une courte pause pour pouvoir accueillir notre prochaine invitée qui est Aurélie. Du coup, je vous dis à tout de suite.